Avec nous ce soir, Gamal Abina, analyste politique. Bonsoir, ravi de vous avoir parmi nous. Bonsoir, merci pour votre invitation à nouveau. Alors Gamal Abina, on l'a vu, le président français n'a pas été très bien accueilli à Mayotte. Les habitants de l'archipel français sont en colère et les propos de Macron n'ont pas su calmer vraisemblablement les tensions. Ils ont bien au contraire suscité une vive polémique, n'est-ce pas ? Tout à fait, après un ouragan qu'on a pu constater qui était catastrophique, on n'a pas les chiffres des morts, il y a une estimation qui vont de 10 000 à 100 000 morts dans des bidonvilles. Il faut se rappeler qu'on est sur un département français, ça a été départementalisé récemment pour garantir la tenue de la France sur place, hein. Une grande base militaire aussi, il ne faut pas l'oublier. Eh bien, il arrive avec un ouragan verbal extrêmement violent. Il parle de plusieurs choses. D'abord, il donne le sentiment, avec une certaine condescendance, que finalement, si la France n'était pas là, ce serait pire. Donc, apparemment, la France est porteuse de solutions miracles, alors que ce n'est pas le cas. Puis surtout, lorsqu'il parle aux gens, il a une façon de parler. Alors, Macron n'est pas, il faut bien comprendre une chose, il n'est pas raciste. Il a un système qui est très racialisant, il a des réflexes racistes, comme malheureusement beaucoup de décideurs, mais c'est pas du tout son logiciel Macron. En revanche, il y a des conseillers autour de lui qui sont très racistes, et puis surtout, la Ve République s'inscrit pas dans un débat d'égalitarisme pseudo-racial. Elle s'inscrit simplement dans un débat de domination de l'État sur la population. C'est ce qui la fonde. Et donc, lorsqu'il va parler aux Mahorais, lorsqu'il va parler aux Comoriens, rappelons quand même qu'on est dans les Comores, hein, en dépit du fait qu'on leur a retiré en 75 cette appartenance, eh bien, M. Macron dérape. Et il dérape en disant quoi ? D'abord, il est assez grossier, hein, on a entendu le vocabulaire fleuri, mais surtout, il dit si on n'est pas là, vous n'êtes rien, quoi. Et à côté, c'est pire. Or, c'est extrêmement tendancieux de dire cela, d'abord parce que quand il y a une catastrophe naturelle, il n'y en a pas des mieux lotis, des moins bien lotis, puisque le monde entier se mobilise en général. On se souvient de Haïti, dans lequel Macron a eu aussi des propos extrêmement violents, puisqu'il les a traités de con, je le rappelle. C'est quand même un réflexe chez lui qui est assez particulier. Je pense que le costume qu'il porte est peut-être trouvant pour lui. D'ailleurs, je pense qu'il a retiré la veste pour cette raison. Il a du mal à gérer la relation internationale, il ne comprend pas les relations d'État à État, il ne comprend pas les relations de chef de l'État à sa population. On l'a vu avec le Covid et surtout avec les Gilets jaunes. Puis là, quand il va dans un territoire sinistré, qui marque une réalité, c'est un territoire abandonné. On a beau donner les RSA, de toute façon, il y a des bidonvilles en masse. On pensait que la France en avait fini avec cela, et bien pas du tout. Dans un territoire qui est très utile à la France pour son étendue océanographique, son prestige territorial, mais qui est au niveau du niveau de pauvreté, un niveau abyssal. 90%. Exactement, c'est un territoire qui connaît des conditions socio-économiques très difficiles. À votre avis, l'État français a-t-il les moyens de répondre aux besoins des plus de 300 000 Mahorais ? Moi, j'aime pas Mahorais parce que ça veut dire qu'il y a une population qui est autre que les Comoriens. Bien que la France ait été condamnée par l'ONU sur ce territoire qui est colonisé, c'est pas parce qu'ils ont fait un référendum où une des quatre îles a refusé soi-disant le rattachement aux Comores que ça fait de la France un territoire légitime. Mais en répondant à votre question, il n'y a même pas d'hôpital. Ça a été promis par les autorités françaises il y a presque 10 ans maintenant. Il n'y a même pas un hôpital digne de ce nom dans ces territoires des 300 000 habitants qui y habitent et qui habitent dans des conditions catastrophiques. Il n'y a pas de conditions de travail, il y a très peu de travail. C'est vraiment un territoire laissé à l'abandon, sous assistanat. Donc, une façon, quelque part, de réduire ces populations à des conditions d'indignité, puisque quand on a assisté, on a le sentiment qu'on ne sert à rien. Mais surtout, ils n'ont pas les moyens de le faire parce qu'il a déjà du mal à gérer la France. Pour relancer l'économie, pour industrialiser le pays, c'est difficile. Comment pourrait-il faire ça dans ces territoires annexes qu'on va appeler colonies ou néocolonies, que ce soit d'ailleurs les Antilles françaises ou l'océan Indien? En règle générale, on voit bien que la France n'est pas tellement présente pour le développement économique. On l'a vu en Kanaki récemment, où il y a des échauffourées. On l'a vu récemment aussi en Martinique. Il y a un problème de centralité du pouvoir en France, d'hypercentralité parisienne. On l'a vu avec la périphérie des Gilets jaunes, mais ils n'ont pas les moyens, évidemment, de répondre aux besoins de ces territoires qui sont quasiment laissés à l'abandon. Il faut se rappeler quand même, comme je dis, que 10%, il y a moins de 10% de la population de ce territoire de Mayotte qui a à peu près un niveau de vie raisonnable. Le reste, c'est vraiment des misérables. Et ça, c'est quelque chose que la France a refusé pendant très longtemps de voir, en dépit du fait qu'elle veut conserver le territoire depuis 50 ans. Emmanuel Macron a parlé d'une loi spéciale promise aux Mahorais. En quoi consiste cette loi, Gamal Abina ? Vous savez, il y a un célèbre ministre de l'Intérieur français qui disait, je ne vais pas donner son nom parce que c'est un Corse, vous le connaissez, il disait les promesses n'engagent que ceux qui veulent les entendre, les écouter ou y croire. Effectivement, il promet toujours tout un tas de dispositifs législatifs qui sont assez fantaisistes, mais j'ai envie de dire que les lois existent déjà. Si on appliquait déjà les lois existantes, il y aurait déjà un traitement égalitaire pour tous, puisque la France se targue d'avoir sur les frontons de ses mairies liberté, on peut en discuter, égalité, peut-être pas du tout d'ailleurs, et fraternité. La fraternisation au niveau racial, on peut en parler. Mais il est certain que ce ne sont pas des lois qui font la différence. Ce sont des budgets votés par l'État, une injection massive de capitaux,
et effectivement la création des conditions économiques qui permettraient aux gens de vivre dignement, de travailler. Et aujourd'hui, on en est au stade où on se rend compte qu'on estime, je vous dis, à peu près 100 000 morts, parce que comme c'est des bidonvilles, il est difficile de chiffrer cela, mais on se rend bien compte qu'on est dans un territoire qui est chargé de bidonvilles, avec une insécurité recrudescente, avec ce qu'on appelle donc, parce qu'il y a beaucoup de Comoriens qui retournent chez eux, puisqu'il y a des familles qui sont comoriennes, donc qui vont sur le territoire et qui sont considérés comme des clandestins, avec effectivement un territoire dont on a oublié qu'il était musulman quand même, c'est important, et avec effectivement des conditions de vie qui ne donnent pas des perspectives à cette population laissée à l'abandon. Donc, quelle que soit la loi proposée, les conditions pour les appliquer ne sont pas réunies parce qu'il n'y a pas de financement, tout simplement. Quand on parle de conditions économiques, on parle d'argent, on ne parle pas de loi. Gamala Bina, Mayotte n'est pas le premier territoire d'outre-mer à s'insurger. On a vu dernièrement des mouvements de colère populaire en Guadeloupe, en Guyane, mais surtout une insurrection en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Pensez-vous que la France subit encore les lourdes conséquences de sa politique coloniale? Alors, quand vous dites Kanaki, Nouvelle-Calédonie, je vous remercie de dire Kanaki parce que c'est le vrai nom du territoire. La Nouvelle-Calédonie, c'est le nom traduit d'un territoire anglais qui était colonisé par les Anglais avant l'arrivée des Français de Napoléon. Vous avez raison, il y a un problème de post-colonialisme. C'est-à-dire qu'ils ont perdu l'essentiel de leur territoire, et Dieu merci, par la lutte algérienne en 1954, qui aboutit en 1962 à la libération de quasiment toute l'Afrique francophone. Mais ils n'ont pas perdu ces îles. Et le problème des îles, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de faire face à une France puissante, puisque déjà, ça a été difficile pour Haïti de se débarrasser de Napoléon avec toute son ouverture qui a mis 30 000 soldats napoléoniens au tapis, mais tout de même, ça leur a coûté une dette qui a duré près de 100 ans. Donc c'est vrai que des petits territoires comme ça morcelés, qui ne sont pas viables économiquement tant qu'ils sont d'ailleurs indépendants, enfin, s'ils sont indépendants, eh bien, il est évident que la France ne sait pas gérer, il se fiche un peu de cette gestion territoriale, puisqu'il considère qu'elle est la plus forte, et ces territoires ne peuvent pas rompre. Vous parliez de la Guyane, qui est donc rattachée effectivement à l'Amérique du Sud, qui est un immense territoire extrêmement riche. Vous parlez de la Kanaki, dont le sous-sol est fertile de minéraux, du minerai important. Eh bien, ces territoires sont exploités comme le faisait la colonisation en Afrique, mais ne bénéficient en rien d'un retour sur investissement dans ces territoires. C'est que la centralité du pouvoir est parisienne, la richesse revient à Paris, et ces territoires, elles, se voient sous le joug parisien, puisque de toute façon, ils ne peuvent même pas importer directement sur le territoire, c'est une importation de la France vers les îles. C'est vous dire à quel point il y a une dépendance. Et c'est vrai que comment imaginer que la France ne traite pas autrement que de façon post-coloniale, donc néocoloniale, les territoires qu'elle conserve. On a bien ce sentiment-là, puisque si ce n'était pas le cas, à Mayotte, il y aurait au moins un hôpital. Dans ce cas-là, qu'on va vers l'approfondissement de ces mouvements, voire vers la potentielle perte des départements français d'outre-mer? Vu les violences qu'on a observées en Kanaki, vu ce qui se passe en Guadeloupe, je tiens à rappeler qu'il y a eu un référendum qui avait été fait, Sainte-Lucie, Martinique et Guyane. On n'a pas inclus la Guadeloupe. Pourquoi? Parce qu'on connaissait le résultat du référendum. Donc, ils n'ont pas pris de risque. Donc, il y a toujours une gestion, encore une fois, un petit peu hypocrite de ces territoires. Mais c'est vrai qu'on risque d'arriver vers la rupture. Parce que plus les difficultés s'observent en France, plus ces territoires s'appauvrissent de fait, puisqu'il y a moins d'argent pour eux. Donc, effectivement, il est probable qu'il y ait des violences qui se fassent jour. Il est probable qu'il y ait une demande d'indépendance ou au moins de détachement de la France, parce qu'elle ne gère pas ces territoires. Et il est probable qu'on en arrive à un discours de plus en plus indépendantiste qu'on ne savait pas en Martinique, je le rappelle. La Martinique récemment s'est manifestée, alors que traditionnellement elle était plutôt favorable à la France. Maintenant, même le territoire qui était le plus, entre guillemets, docile, finalement commence à être en rupture parce que les jeunes ont pris conscience de leur passé post-colonial, ils prennent conscience d'un traitement hyper centralisé de Paris et de territoires périphériques qui ne comptent finalement que pour être exploités ou pour le prestige de la France en termes de superficie océanographique, j'allais dire. Gamala Bina, en marge des propos chocs qu'a eu Emmanuel Macron à Mayotte, il a également, Emmanuel Macron est en ce moment éclaboussé par un scandale de racisme révélé par le quotidien Le Monde. L'Élysée a démenti les propos imputés au président. Néanmoins, la gauche est montée au créneau et allée jusqu'à demander la démission du président français. Bon, cette demande ridicule de démission, elle est permanente. Ça fait des années qu'on en parle. On n'est pas un système américain avec l'impeachment, on n'est pas là-dedans. Il ne sera jamais démissionnaire, il ne va pas démissionner, il aime trop le pouvoir. Ensuite, les propos qu'on lui prête de racisme, je ne suis pas certain que ce soit exact, c'est possible, tout est possible en termes de réflexe raciste ou de réflexion raciste, mais fondamentalement, je ne crois pas à son racisme. Il l'a démontré dans son premier quinquennat. En revanche, la gauche, effectivement, est fondée à réclamer ça, mais j'ai envie de dire que même dans la gauche, il y a eu des propos qui ont été assez tendancieux sur la question de la religion, donc quelque part du racisme. Mais l'idée qu'il démissionnerait ou qu'on le pousserait à la démission, ça c'est une lubie que j'entends depuis à peu près, depuis qu'il est arrivé quasiment Macron, depuis ces 2 premières années, ça se passait bien, mais après il y a une dégradation.
Il n'a pas démissionné après les Gilets jaunes, il n'a pas démissionné après le Covid, il n'a pas démissionné après les mouvements sociaux, il n'a pas démissionné après la perte de son gouvernement ou de sa majorité parlementaire. Pourquoi le ferait-il aujourd'hui? Mais Il c'est restera peut-être le comme Mitterrand scandale de jusqu'au bout. trop, Gamal Abina, non? Si on devait cumuler les scandales avec M. Macron, je pense qu'on n'aurait pas assez de 10 doigts pour les compter, hein, parce que c'est impressionnant le nombre l'affaire Benalla, par exemple, c'est quand même symptomatique. Je crois que c'est une des choses les plus ridicules auxquelles on était confrontés. Il a quand même répondu comme s'il était un petit caïd de l'école qui vient de me chercher à l'Élysée. Quand on a un homme qui a ce genre de posture-là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de risque qu'un scandale de trop ne l'éclabousse. En réalité, il est déjà bien lavé de ses éclaboussures, il n'a aucun problème pour lui. À chaque visite où Emmanuel Macron devrait apaiser, il fait le contraire. On l'a vu tout à l'heure, il a eu des propos très choquants en disant que sans la France, Mayotte ne serait rien, ou plutôt ça serait pire. Il a eu des mêmes propos en Haïti. Pourquoi est-ce que Emmanuel Macron multiplie ces bourdes? Comme vous l'avez dit, c'est des bourdes. C'est quelqu'un qui, je pense, ne gère pas du tout l'expression. C'est un homme qui vient du milieu d'affaires, des banques. Il est très bon en chiffres, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, on voit le résultat. C'est un peu la banqueroute, mais bon, il sait compter la banqueroute. En revanche, pour ce qui concerne le rapport aux autres, avec la diplomatie française, il l'a atomisé, il considère qu'elle ne servait à rien. On commence par le début. La diplomatie, c'est quand même l'expression et la science du langage vers l'extériorité, vers l'altérité. Donc ça, il ne maîtrise pas. Ensuite, quand il parle un peu comme on dirait, s'il était pilier de comptoir, ça passerait. À la bonne franquette en famille, ça passe, mais devant des populations qui sont d'abord apeurées, qui sont sinistrées, qui se sentent abandonnées, utiliser des termes outranciers comme cela ne les rassure pas. Elles ont le sentiment qu'il y a, et c'est là où vous pouvez le souligner, une forme de condescendance. C'est-à-dire qu'ils les regardent de haut. Si on n'est pas là, vous n'êtes rien. Mais c'est une façon extrêmement violente de parler des gens. Parce que s'ils étaient, peut-être que la France n'était pas là, il serait mieux. On n'en a aucune idée. Ensuite, une catastrophe naturelle, je l'ai dit, quand elle touche par exemple les États-Unis, c'est la panique partout. Il n'y a personne qui dit qu'ils sont meilleurs que les autres. Donc cette façon de racialiser, quelque part, c'est une racialisation des débats. Nous, le français européen blanc occidental, on est tellement bon et supérieur qu'on vous apporte le bonheur. Et ça, c'est extrêmement grave. Il ne peut pas dire cela, lui, en tant qu'ex-puissance coloniale, puisque le colonialisme allait de pair avec le racisme. Donc ces façons de parler, je pense qu'il ne les maîtrise pas, je pense qu'il n'y a pas d'intention derrière, mais tout de même, une maladresse violente. Et en même temps, Macron, quand il arrive dans un bain de foule aujourd'hui, c'est plus c'est plus une houle qu'un bain de foule. Très bien, merci beaucoup Gamal Abina d'avoir répondu à nos questions, toujours un plaisir. Partagé.